Bonsoir à tous. Oui. Merci d'être venus si nombreux. L'Agora est très heureuse de vous accueillir ce soir. On va parler du coup de numérique en France, en particulier d'intelligence artificielle, avec M. Majouli ici présent. Vous êtes secrétaire d'État numérique. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. On remercie aussi l'ANSEE de bien voir M. Biscourt et Puyero notamment pour l'organisation de cette conférence. Et enfin, notre partenaire Moneta Asset Management, sans qui on ne pourrait vous proposer cette conférence. Donc, Monsieur Majouli, vous étiez responsable de la campagne numérique de François Hollande en 2012. Vous avez ensuite été nommé président du Conseil national du numérique. Vous avez démissionné de ce poste, vous avez rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Et vous avez été élu député, et maintenant vous êtes au gouvernement comme secrétaire d'État au numérique. Vous êtes là pour parler de l'intelligence artificielle. Et j'ai quand même passé la majorité de ma vie en tant qu'entrepreneur du numérique. Là, vous décrivez tout ce que je fais sur ma vie à côté public, mais ma vie professionnelle, ça a été d'entrepreneur, de créer des entreprises. Par contre, tricher, on ira dessus plus tard. Je n'ai pas être présenté que sur cet aspect-là. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui a quitté il y a bien longtemps les labos de recherche pour s'installer durablement dans le débat public. Ça suscite des fantasmes, des peurs parfois justifiées. Ça va nous amener à montrer en profondeur le cadre législatif, on en parlera plus en détail après. Vous avez réussi, c'est un exploit, à expliquer à des sénateurs qui parfois ont du mal à utiliser eux-mêmes leur compte Facebook. Vous avez réussi à leur expliquer ce que c'est le deep learning en 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre vision de l'intelligence artificielle et du lien avec l'État aujourd'hui? Avec ça comme ça. C'est trop linéaire d'introduction, sachant que... J'étais sénateur, j'avais 1h30. D'accord. Bon, merci à tous de m'accueillir ce soir. Bon, moi, je suis très heureux de venir ici. Vous savez, des sujets, quand on est un expert du numérique, surtout un expert du numérique public, pendant longtemps, on parle seul dans le désert. Et de temps en temps, on est content de trouver un oasis de connaissances avec des gens qui comprennent ce que vous dites, voire qui comprennent beaucoup mieux que vous ce que vous dites. Et donc, vous essayez d'aller tirer chez eux de la bienveillance et de l'intelligence. Puis ça vous recharge pour aller reparler aux autres. Ce qui est intéressant, c'est que la situation que je vous décris, c'était plutôt il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, il y a plus de monde qui s'intéresse à ce qu'on dit. Il faut vraiment se ressouvenir, j'allais dire, souvenez-vous il y a 15 ans, bah non. Mais souvenez-vous il y a 15 ans, peut-être quand même, dans vos familles. Regardez, vous pourrez en parler avec vos professeurs, avec les directeurs. Les gens avaient compris que c'était important le numérique, mais globalement, c'était pas ce qui passionnait les familles. Et quand un enfant annonçait qu'il allait vers des études du numérique, s'il n'avait pas des parents qui venaient du secteur, c'était pas la meilleure des nouvelles annoncées en famille. Et puis au fur et à mesure des années, on a compris que ces experts du numérique, c'était les nouveaux super-héros. Et à l'ANSEE, vous voyez bien, vous avez toujours été cette école des experts. Et là, maintenant, vous êtes considéré comme l'école des super-héros de la big data, des super-héros de l'intelligence artificielle. Et vous êtes objectivement dans la discipline qui a été considérée comme la plus sexy de l'année dernière sur Glassdoor. Vous êtes dans la discipline qui est la plus demandée par les recruteurs. Vous êtes dans la discipline qui commence à rendre le plus fier les familles. Donc d'abord, bravo à vous tous d'avoir fait ce choix. Et bravo à tous ceux qui l'avaient fait longtemps avant vous. Mais bravo encore. L'État et l'intelligence artificielle en 1 minute. Comment on fait de la France un champion du numérique au service des humains? Comment on met en place tout le contexte pour qu'on soit les meilleurs sur ce sujet? Comment ça bénéficie à la fois à l'économie et à l'innovation, à la transformation numérique de l'État? Et comment on fait ça au service des gens? C'est-à-dire comment on se pose la question des limites, des frontières à pas dépasser, des sujets sur lesquels on a vraiment envie d'innover en premier, et comment on inclut à l'intérieur tous les Français, notamment les 45% de Français qui disent que avec le numérique, la vie c'est plus compliqué pour eux, et les 20% de Français qui savent pas du tout utiliser une interface numérique. Si on ne s'occupe pas de ces personnes-là, ça sert à rien d'essayer d'être les champions du numérique, parce que vous allez avoir une résistance légitime des Français, parce qu'on n'aura pas fait l'effort de leur transmettre tous ces éléments. Donc voilà ce que j'essaie de faire. Très bien. Vous avez évoqué beaucoup de comment, beaucoup de questions auxquelles on va s'attarder sur plusieurs d'entre elles après. Avant d'avoir un point de vue un peu plus thématique, une question un peu générale et curiosité. Le gouvernement Hollande avait déjà commandé un rapport, le rapport Francia, qui a été remis en mars 2017, qui préconisait une cinquantaine de mesures sur le thème de la formation, sur le thème de la recherche, du développement de l'écosystème numérique. Et le gouvernement Macron a récemment recommandé un rapport. La question qu'on se posait avec Théo, soit fait d'ailleurs, c'est qu'est-ce que vous attendez de plus de ce nouveau rapport?
Alors je connais bien le rapport du président du gouvernement, puisque j'y ai contribué, j'étais président du CELIM, on y a fait une très importante contribution. Si vous le lisez, si vous regardez les conclusions qui sont à l'intérieur, ce rapport, c'est un rapport de fin de mandat. C'est-à-dire que c'est un rapport où on fait des recommandations qui ne sont pas directement applicables, puisqu'elles ne sont ni adaptées au contexte politique, ni adaptées au contexte économique et budgétaire, et que donc le gouvernement précédent n'a pu faire qu'une chose, c'est célébrer ce rapport, célébrer l'initiative et souligner l'intelligence des propositions. Quand on est arrivé, on a redit l'importance que ça revêtait pour nous, et quand on a saisi Cédric Villani pour mener cette mission, on ne lui a pas dit de repartir de zéro. Donc Cédric Villani est parti des contributions du plan Francia qui a été proposé à l'époque, sauf qu'il a augmenté des rencontres qu'il a fait avec près de 300 interviews qui ont été faites tout au long du dispositif, et il l'a fait dans le contexte nouveau de la transformation du pays qu'on a commencé à mener. C'est-à-dire que les propositions que va faire Cédric Villani, elles vont être des propositions sur lesquelles nous, on va être capable de répondre immédiatement sur ce que le gouvernement compte faire. Au moment de l'annonce, ce ne sera pas juste un rapport qui sera déposé. Ce sera une présentation, une proposition faite par Cédric Villani et une véritable réponse du président de la République, du gouvernement, d'Édouard Philippe et avec moi, sur ce qu'on va faire, ce qu'on en retient, comment on va le financer, comment on va avancer, comment on va se structurer, comment on va le mettre en place. Donc c'est pas du tout en opposition, moi j'étais là, j'y étais, je suis encore là, c'est vraiment de la continuité. Ce qui est intéressant dans Franciac, dans le rapport précédent, l'élément que je retiendrai, je ne suis pas fan de toutes les propositions avec un regard qui... Enfin, la raison pour laquelle j'étais certain qu'il fallait qu'on continue le travail, c'est que toutes les propositions ne sont pas opérationnellement utilisables. Par contre, ce rapport a été le premier à faire la cartographie de tous les acteurs français intéressés par l'IA. Ça a été le premier rapport à se poser la question de l'intérêt des données sur des secteurs qui ne se considèrent pas comme des secteurs proches de l'IA. Donc en ça, il a permis de donner une orientation forte à la mission de Cédric Villani. On parle d'IA, il faut aussi la financer, faire émerger un écosystème d'entreprises qui utilisent l'IA, qui innovent en matière d'IA. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup aussi de dirigeants de start-up qui veulent, plutôt que de créer les nouveaux géants du numérique, atteindre la taille critique, puis vendre leur entreprise aux géants actuels. Ça peut aussi accentuer leur monopole. Est-ce qu'il y a une mentalité à changer? Est-ce que l'État a quelque chose à faire là-dedans? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on essaie de faire sur l'écosystème innovant et sur notre écosystème de start-up en France. Notre volonté, la volonté qui a été celle du précédent gouvernement et le succès du précédent gouvernement, c'est qu'en 5 ans, quand même, on a l'émergence d'une French Tech avec près de 10 000 start-up sur tout le territoire, avec des entreprises qui ont émergé partout, avec une diversité d'entrepreneurs. Et ça, c'est hyper important, il faut qu'on le célèbre et c'est très bien. Et ça, c'est le succès de la French Tech. Des levées de fonds records, on a cessé d'augmenter, 2017 avec une année record. Le premier mois de 2018 est un mois record en termes de levée de fonds. Et maintenant, il faut qu'on se pose une question de priorité. Et la priorité qu'on a donnée pour les prochains mois et les prochaines années, c'est les scale-up. Scale-up, c'est parmi ces entreprises hyper innovantes, quelles sont celles qui ont le plus gros potentiel à l'export? Quelles sont celles qui ont le plus gros potentiel de développement? Quelles sont celles qui ont le plus gros potentiel d'innovation? Et ces entreprises-là, s'assurer qu'on a bien tout le contexte financier, tout le contexte fiscal, tout le contexte d'incentive qu'on peut créer pour qu'elles grossissent et qu'elles restent. C'est pas vertueux un modèle où les startups sont vendues alors qu'elles ont à peine permis de développer leur technologie, qu'elles n'ont pas encore atteint leur marché. En gros, on revend les équipes, on revend le début de l'IP, mais on n'a pas amené la boîte à son potentiel le plus absolu. On ne va pas critiquer ceux qui l'ont fait parce qu'il y a plein de bonnes raisons de rejoindre un groupe et de revendre sa boîte. Il y a plein de bonnes raisons aussi de trouver des fonds pour la faire grandir. Et quand on parle de scale-up, on parle de ces boîtes qui en sont arrivées à un moment où elles pourraient aller dans 2, 3, 4, 5 autres pays d'un coup ou aller directement en universel. Mais pour y arriver, elles auraient besoin de 20 à 100 millions d'euros. C'est généralement un moment qu'on atteint quand on est à 50, 100 salariés. On a un produit qui commence déjà à se vendre en B2B et en B2C. On a vraiment cette prise sur le marché et qu'en fait on a le choix de cesser d'innover parce qu'on n'a plus de quoi la financer et on est tout dans le marketing, soit de faire et de l'innovation et du marketing et d'aller très vite, mais là il faut beaucoup d'argent et c'est peut-être le moment où en France là on a un trou d'air, donc c'est sur ça qu'on est en train de se concentrer. Il faut financer l'IA, il faut aussi la faire rayonner nos entreprises. Le président de la République a réuni à Versailles avant le sommet de Davos beaucoup de dirigeants de grands groupes internationaux. Par la suite, il s'est félicité des investissements à venir de Google, de Facebook, qui vont ouvrir des centres pour l'IA en France.
Une question simple, pourquoi Emmanuel Macron, on n'entend pas parler de Quant, un moteur de recherche français, plus transparent en termes de vie privée et qui ne garde pas les données de ses utilisateurs? Alors, si vous tapez Quant et Emmanuel Macron sur Quant ou sur Google, vous verrez qu'il en a été le plus grand soutien ces dernières années, que je reçois à titre personnel Quant environ tous les mois, que Quant est une des entreprises exemplaires qui nous accompagne et que nous accompagnons depuis longtemps, qui a bénéficié de très nombreux investissements publics, et que Quant, d'ailleurs j'invite à tous ceux qui n'ont jamais fait ici à tenter une semaine en tout cas de switch to Quant, où vous vous obligez vous-même à configurer par défaut Quant sur vos applications, sur vos téléphones mobiles, sur vos téléphones mobiles, je parle comme un vieux, sur vos téléphones. Et d'ailleurs, à l'occasion de RGPD, je vous invite à télécharger la nouvelle application Quant qui vous permet de télécharger vos historiques de données d'un autre grand moteur de recherche et où Quant vous propose de les stocker en local dans votre téléphone pour vous offrir une expérience personnalisée sans jamais renvoyer ces données sur le serveur central de Quant. Donc, dire qu'on n'a pas célébré Quant et qu'on ne fait pas de Quant un exemple majeur, c'est un peu dur de votre part. Mais s'il fallait que je le redise ce soir, je le redis. Quant est une entreprise exemplaire et je vous invite à découvrir tous ces produits. Quant Junior pour vos enfants et pour les jeunes autour de vous. Quant Music, ça va révolutionner la musique. Quant Secure Data qui va aider la data. Vive Quant. On n'était pas sponsorisé. Du coup, ça c'était la minute sponsor, si j'ai bien compris. On va passer à la minute emploi, qui est un peu moins rigolote. Alors, c'est un chiffre de l'OCDE que je cite. On a, selon l'OCDE, 9% des emplois de l'organisation qui seraient à plus de 70% de tâches automatiques, c'est-à-dire 9% d'emplois qui seraient immédiatement remplaçables par les intelligences artificielles. On se doute que ça a provoqué une grande crainte de suppression d'emplois. On répond souvent que, bien sûr, l'automatisation crée aussi des emplois. Mais ces emplois ils ne sont pas forcément créés ni au même moment, ni au même endroit, et ni dans le même secteur. Alors, la question c'est quel panel de solutions l'État propose-t-il actuellement pour accompagner cette transition? Merci pour votre question. Et c'est toujours très grave de l'NCA qui cite une statistique en mettant tout son cœur et sa croyance. J'y crois pas. Le sujet d'un gouvernement, le rôle même d'un gouvernement, c'est la maîtrise du temps et c'est la maîtrise des rythmes, c'est la maîtrise des cycles. Donc l'enjeu, celui que vous décrivez, c'est on peut faire l'affirmation certaine, qui est plus forte que ces 9%, qu'il va y avoir des transformations très importantes, que de nombreux emplois vont disparaître. On peut faire l'affirmation certaine que de nombreux emplois vont se créer. Et on peut poser une hypothèse qui est de dire peut-être qu'à la fin, il n'y aura pas assez de nouveaux emplois pour tous. Pendant la campagne présidentielle, il y a eu un débat idéologique, un véritable débat politique entre différents partis. Certains ont dit il est certain qu'à cause de l'IA et de la robotisation, de très nombreux emplois vont disparaître dans des temps très courts et que la seule solution, c'est le revenu universel pour tous tout de suite. Moi, je ne crois pas que c'est la solution pour tous tout de suite. Par contre, j'ai jamais dit que j'étais complètement contre, mais la question, c'est quand. La question, c'est le revenu universel, c'est une solution à partir du moment où on fera le constat immédiat qu'il n'y a plus assez d'emplois. Et donc, il faut trouver d'autres façons de penser la solidarité nationale. Mais ça n'est pas le moment. Le moment d'aujourd'hui, c'est celui de cette transition. Est-ce qu'elle va se faire en 5 ans? Est-ce qu'elle va se faire en 10 ans? Est-ce qu'elle va se faire en 15 ans? Celui qui vous répondrait avec la même certitude que vos 9%, il vous ment. Parce qu'on ne peut pas vous dire que dans 5 ans, 50% des emplois vont disparaître, 50% des nouveaux emplois auront été créés. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a fait des paris. La politique du gouvernement, c'est de décider d'affecter des ressources pour assumer une vision et un objectif pour préparer le pays à affronter l'avenir. C'est la seule chose qu'on fait, sur la défense, sur l'emploi, sur tous ces sujets. Ben, on a choisi 2 choses pour faire ce pari de la transformation des emplois. Le premier, c'est le PIC, le plan d'investissement compétences. Qui dans cette salle en a entendu parler? Bon, vous voyez, c'est terrible. C'est peut-être un des budgets les plus importants qu'on a mobilisé, 15 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. 15 milliards d'euros, c'est un des engagements les plus importants de ce quinquennat pour les compétences, en faisant une affirmation qui est que la seule façon qu'on aura d'accompagner les personnes d'un emploi vers un autre, c'est l'accompagnement à la formation, et c'est le droit à la formation pour toutes les personnes qui vont devoir aller vers de nouveaux emplois. Là-dedans, on a plusieurs profils. On a des gens qui étaient déjà très diplômés, dont l'emploi va disparaître,
mais qui ont déjà toutes les compétences pour se reformer rapidement à d'autres emplois de très haute compétence. Cela, il va falloir aussi qu'on les accompagne. On n'avait pas eu l'habitude de les accompagner. Un ingénieur d'une discipline non numérique ou non informatique qui voit son emploi disparaître, celui-là, le former à une discipline informatique ou une discipline numérique, c'est plus facile que d'accompagner quelqu'un qui n'aurait pas eu ses compétences d'ingénieur. Après, on a le sujet des emplois ouvriers et employés. Et ça s'accompagne d'autres transformations. Vous l'avez dit tout à l'heure, la relocalisation de certains emplois, de certaines industries qui ont été informatisées ou automatisées, qui vont pouvoir revenir chez nous, elles vont susciter et créer d'autres besoins sur les emplois de service, sur les emplois de proximité, sur les emplois d'accompagnement, sur les emplois de soins. En fait, à tous les étages et dans tous les secteurs de l'économie, on a des emplois qui vont apparaître. Donc la grande question, c'est comment vous rythmez cette transition, comment vous créez l'outil de formation. Aujourd'hui, on a un problème dans la formation professionnelle. C'est pour ça qu'on a un grand débat avec les régions, on a un grand débat sur l'apprentissage. Le grand problème qu'on a, c'est que la formation professionnelle, aujourd'hui, elle est pilotée par branches. Donc les branches, c'est-à-dire un secteur donné, forment les personnes pour un secteur donné. Aujourd'hui, on n'a pas un système interbranche bien financé, capable de dire, écoutez, dans ce secteur-là, dans la banque, dans les X prochaines années, il y aura la suppression de X% d'emplois, et bien donc il faut absolument qu'on permette la transition des personnes qui vont voir leur emploi disparaître dans les 5 à 10 ans vers de nouveaux emplois. Toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, et il y a une personne qui a été nommée, Estelle Sauva, qui est la haut-commissaire sur la formation professionnelle, son métier, c'est de préparer cette transition et de préparer cet investissement de 15 milliards d'euros pour accompagner les personnes. L'autre élément, ça a été la personnalisation des droits. Aujourd'hui, vous avez des droits qui sont associés à un statut, peut-être que vous ayez un CDI, peut-être que vous ayez travaillé dans une entreprise, qui vous donne le droit au chômage, qui vous donne le droit à la formation. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est d'aller vers une individualisation du droit et une non-discrimination de la poursuite de vos droits en fonction du statut que vous avez. Aujourd'hui, si vous passez 4 ans, 5 ans dans la fonction publique, puis 4 ans, 5 ans dans l'entrepreneuriat, puis 4 ans, 5 ans en tant que salarié, eh bien, c'est mon cas. J'ai été salarié, entrepreneur, et maintenant je suis un agent public, mais temporaire, hein, ça ne dure jamais très longtemps, aujourd'hui, mon cumul de droits à la formation, mon cumul de droits au chômage, il est complètement explosé. C'est-à-dire qu'on n'a pas une fluidité. Et toute la discussion qu'on va avoir sur le chômage aujourd'hui, c'est de créer de la fluidité. C'est de dire que si vous êtes parti entreprendre pendant 2 ans, et que vous revenez dans l'emploi ensuite, et qu'ensuite vous êtes au chômage, ou que votre boîte foire, eh ben vous avez le droit de retourner dans le système de formation assistance chômage. L'idée, c'est de plus dire la phrase « je suis au chômage », c'est de dire « je retourne dans une phase de rebond où je suis accompagné financièrement et avec une formation ». Ça, c'était la norme quand on était au plein emploi il y a 30 ans. Quand les gens perdaient un emploi, même les ouvriers, les employés, quand d'un coup la couture a quitté la France et qu'on ne faisait plus de couture en France, mais les couturières, elles allaient à la NPE, et à la NPE, on leur proposait des formations pour aller dans l'hôtel. Puis quand l'hôtel ne fonctionnait plus, eh ben, on retournait à la NPE vous proposait une formation pour tel autre métier. Ça, on l'a un peu perdu avec l'augmentation du taux de chômage. Là, il faut qu'on retrouve cette dynamique où, à chaque fois qu'on perd un emploi, la première chose qu'on demande, c'est d'être reformé. Et il faut qu'on le finance, et il faut qu'on le paye, il faut qu'on l'accompagne, et il faut que ce soit fluide. Il y aura un pan spécial numérique dans cet accompagnement de la formation. C'est plus qu'un pan spécial numérique, c'est qu'une très grande partie de ce plan sera sur les compétences numériques. Sur les compétences numériques de base, je vous ai rappelé tout à l'heure, quand même 45% des Français qui disent que c'est compliqué. 20% qui disent qu'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à faire sur les compétences numériques de base. Après, il y a les compétences numériques de vos emplois, et après, il y a les métiers du numérique. Compétences numériques de vos emplois, c'est des personnes dont l'emploi ne va pas forcément disparaître, mais va être transformé par le numérique. C'est-à-dire qu'on leur donne des compétences de niveau moyen sur le numérique. Et puis, il y a ceux qui voudront aller vers les métiers purs numériques. Et là, on a des opportunités incroyables, parce que je vous ai parlé de l'ingénieur tout à l'heure, mais là, par exemple, on va annoncer dans quelques semaines l'accélération des formations de type Bac+1 et Bac+2 au numérique. Il y a une énorme demande des entreprises du numérique aujourd'hui sur ces profils qui n'existent pas assez. C'est-à-dire qu'il y a très peu de diplômés du Bac+0, Bac+1, Bac+2 sur du numérique. On a peu de bac pro numérique, on a peu de bac technique numérique qui permettent d'avoir une compétence immédiate. C'est pour ça qu'on a créé précédemment la Grande École du numérique. La Grande École du numérique, c'est une initiative qui certifie des formations partout sur le territoire, il y en a près de 1000 aujourd'hui. Et ces formations, qu'est-ce qu'elles font? Elles forment les gens entre 4 et 9 mois à un métier du numérique. Assistant e-commerce, assistant développeur. Et sur ces sujets-là, on a des opportunités incroyables.
On va tenter justement un peu de prendre un chaud, parce qu'on a appris cet après-midi que la proposition de loi par le ministre de l'Éducation nationale, donc, sur la réforme du lycée. Alors, le cursus du lycée inclura désormais pour tous une matière qui sera dénommée humanité scientifique et numérique. Et les lycéens pourront prendre comme spécificité numérique et sciences informatiques. Et ça, pour vous, ça rentre dans ce cadre de formation. Et est-ce que il y a... Enfin, déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contenu de ces enseignements? Et surtout, est-ce qu'au-delà du bac plus 0, du bac plus 1, du bac plus 2, il y a des mesures spécifiques qui sont appliquées pour l'informatique? Alors, déjà, est-ce qu'on peut se permettre tous de célébrer le fait qu'on fait rentrer l'informatique, l'intelligence artificielle, le code, tous les lycéens en général, à partir des lycéens de seconde qui rentreront, des lycéens de seconde de cette année qui seront en première l'année suivante? C'est une révolution, c'est formidable. Simplement pour préciser, il s'agit de la grande réforme du bac. Il y aura tous les séries S, ES et L, et tout est refondu en fait avec l'inclusion des disciplines dont parle M. Majou. Vous vous rendez compte, il n'y aura plus de filière S. Qui a fait S dans cette salle? Eh bien, c'est fini. Et d'ailleurs, si la majeure informatique, ça veut quand même dire qu'il y aura 6 heures d'informatique par semaine, parce que ce sera vraiment une notion majeure pour l'élève de terminale qui décidera de l'apprendre. Est-ce que vous l'auriez prise? Qui l'aurait pris? Non, ça n'existait pas à ce niveau-là. Je ne peux pas faire 6 heures d'informatique. Levez les mains si vous l'aurez pris. Parce qu'à la place, vous auriez pu prendre mathématiques, vous auriez pu prendre physique, vous pourriez prendre aussi mathématiques et informatique. Il faut permettre à ceux qui ont très envie de pouvoir en faire beaucoup. Alors qu'est-ce que ça veut dire humanité scientifique et numérique? L'enjeu de ces 2 heures de tronc commun, c'est de redonner à tous les lycéens cette capacité à penser le monde sous ses aspects scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup des fake news, on parle beaucoup de l'incompréhension sur les vaccins, de l'incompréhension face aux théories du complot. En fait, si on regarde les faits, si on discute avec les gens, on voit bien qu'on a un déficit de culture scientifique et numérique en France. Mais pas qu'en France, partout dans le monde. On a fait des disciplines scientifiques et numériques au fur et à mesure des années le précaré des experts, le précaré de ceux qui auraient décidé d'y aller. Alors qu'en fait, si vous regardez dans nos usages, dans nos débats politiques d'aujourd'hui, les compétences scientifiques et numériques, elles sont de base. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne les a pas, il vit une vie discriminée, il vit une vie moins puissante puisqu'il peut moins comprendre le monde autour de lui. Donc pour nous, c'était extrêmement important que tous les jeunes de France puissent comprendre tous les enjeux autour d'eux. Alors, ça voudra dire faire une intro de code, ça voudra dire faire une intro à l'intelligence artificielle, ça voudra dire faire une intro à toutes les grandes questions scientifiques posées aujourd'hui. Ce sera poser la question de l'automatisation. C'est s'assurer qu'on aura l'occasion tout au long de l'année, et pas simplement à l'occasion d'un débat dans une matière ou dans une matière plus politique, dans une matière plus scientifique, d'avoir ce terreau commun de la compréhension du monde. Si on ne fait pas ça, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure sur les résistances légitimes, il ne faut pas s'étonner que certains ensuite se battent contre le vaccin, que certains se battent ensuite contre l'utilisation des données par l'intelligence artificielle, parce que ne comprenant pas ce que ça peut provoquer, en ont une peur absolue. Et la meilleure façon de protéger, la meilleure façon de valoriser, c'est de comprendre. Et si on ne comprend pas, on ne voudra ni la valeur, et on demandera toute la protection, et on vivra avec l'anxiété. Donc l'enjeu de ces 2 heures, c'est comment on donne cette culture scientifique et numérique. Ensuite, l'option de spécialité, elle reste, et pour les deux d'ailleurs, elle reste à construire. C'est pour ça que c'est pas maintenant. On a 1 an pour travailler avec les disciplines qui travaillent déjà sur ces sujets. Il y a des professeurs, le professeur de mathématiques, il est parfois professeur de mathématiques et d'informatique. Il y a des professeurs d'informatique, il y a les professeurs de sciences de l'ingénieur, il y a les documentalistes qui étaient les spécialistes de l'information et du classement et qui enseignaient aux élèves tous les enjeux de classification et de relation à l'information. Et là, c'est avec toutes ces personnes-là et d'autres qu'on va construire le contenu de cette spécialité. On parle vraiment de 4 heures par semaine en première, 6 heures par semaine en terminale. Vous voyez tout ce qu'on peut faire en 1 an et vous voyez tout ce qu'on pourra faire en 2 ans. Et imaginez cette nouvelle génération de lycéens qui ira ensuite faire des études supérieures scientifiques et qui aura été encore mieux préparée.
Merci. C'est quand même une bonne nouvelle, vous ne trouvez pas? C'est une très belle nouvelle. Non, ouais, vas-y. En fait, tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est la génération de ceux qui passeront leur bac en 2021. Parce qu'il faut faire très attention, on ne doit pas changer la vie de gens qui auraient démarré une seconde et une première, et du jour au lendemain on leur dit c'est fini la S. Donc oui, quand je dis c'est fini la S, c'est fini la S pour ceux qui vont rentrer au lycée. Ceux qui y sont là et qui vont finir un tournant, ceux qui sont en seconde et en première aujourd'hui vont faire leur circuit comme on l'a connu. Moi, ma génération, c'était l'arrivée du bac, justement, donc on l'a faite, et ceux de derrière, non. Donc, voilà, on fait des cohortes qui ont une certaine cohérence dans le programme. Vous avez évoqué beaucoup de comment au début de votre intervention. On fait ça un comment écologique. Parce que l'intelligence artificielle, si on veut qu'elle prenne de plus en plus la société, vu les coûts énergétiques du calcul qu'elle implique, on a un problème qui est celui de la production de cette électricité. En termes de type de développement durable, est-ce qu'il existe des moyens concrets de réduire la consommation énergétique de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, il faut toujours rappeler aussi que l'intelligence artificielle, que l'utilisation et la numérisation de ce monde permet de très grandes économies dans l'utilisation des énergies. Une smart city est une ville intelligente qui organise mieux ses transports, qui organise mieux son transport d'énergie, qui organise mieux ses mobilités, qui repense sa façon de vivre, de travailler, elle fait faire énormément d'économies à la planète. Il faut d'abord se dire ça, et après se dire que oui, dans la mise en place des capacités de calcul, il y a une externalité qui est celle de consommer beaucoup d'énergie, de produire beaucoup de chaleur aussi, et que donc il y a toute une discipline, et la France n'est pas mauvaise sur ce sujet, sur l'optimisation écologique et environnementale des dispositifs de calcul et des capacités de calcul. On a deux grands acteurs français qui sont parmi les plus avancés au monde. Il y a particulièrement Atos, OVH, qui travaillent depuis longtemps sur ce sujet, qui sont plutôt premiers de la classe au niveau mondial pour poser ces questions. Mais l'enjeu, il sera véritablement de trouver et d'optimiser la capacité de calcul au bon endroit. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, il y a toute la question de savoir est-ce que le cloud, si on pose l'équation énergétique in fine entre le transport, le fait qu'on est concentré et sa production, est-ce que c'est particulièrement supérieur à une capacité de calcul localisée, voire embarquée? Et bien ça, c'est des questions qu'il faut poser. Et ce qui est intéressant avec la convergence des transitions, c'est de se dire que quand on fait un calcul d'optimisation sur l'utilisation de telle ou telle ressource, et bien maintenant l'équation énergétique et environnementale les critères énergétiques font partie de l'équation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça va nous amener à penser beaucoup de choses. Après, objectivement, aujourd'hui, un des plus grands contributeurs à la pollution, c'est le transport. Et vous m'accorderez, si vous avez, que vous partagez avec moi ce trait d'esprit on aime bien voir les choses qui fonctionnent bien et qui sont fluides. Le transport, c'est tout sauf fluide et ça fonctionne tout sauf bien. Le transport routier n'est pas optimisé, le transport ferroviaire n'est pas optimisé, le transport de biens n'est pas optimisé, le transport des personnes n'est pas optimisé. Regardez, si certains d'entre vous font l'aller-retour Paris-Saclay, ça n'est pas optimisé. Donc, l'intelligence... la ligne 18. Je crois que sur ce sujet, vous avez des députés assez fantastiques qui ont fait entendre leur voix et qui vous ont dit tout ce que le gouvernement pensait. Vous voyez bien, et c'est terrible parce que j'ai déjà 33 ans, donc je me sens un peu vieux, mais ça fait 10 ans que j'ai l'impression que le numérique va faire que la circulation ça va être mieux, qu'on va mieux piloter les villes. Moi quand j'étais petit, je m'étais dit, en fait il y a une super intelligence artificielle derrière les feux rouges qui fait exprès une fluidité, etc. Si un jour vous êtes impliqué en politique, puis vous découvrez vraiment comment ça se passe de l'autre côté, puis en fait derrière il n'y a pas du tout d'intelligence absolue qui gère les flux. C'est très compliqué. Et ce très compliqué, il se gère à la fin par l'intelligence artificielle et avec les véhicules autonomes, ou en tout cas les véhicules en relation les uns avec les autres, en relation les uns avec les autres et avec le régulateur, on va arriver à des optimisations qui vont avoir un impact beaucoup plus important que la consommation énergétique qu'ils ont.
Un autre sujet compliqué avec l'IA, c'est la politique de la donnée. L'IA doit se penser avec une politique de la donnée. Cédric Villani avait été invité aussi à l'NSAE et il nous avait dit que le but de la loi, c'était de rétablir vraiment la confiance entre les acteurs de l'IA et les citoyens. Le règlement général sur la protection des données au niveau européen va être transcrit dans le droit français. Ça a été voté hier soir à l'Assemblée nationale. Il y a des choses fortes en termes de portabilité, de réappropriation des données, de contrôle de leur utilisation par des tiers. Vous pouvez nous en dire deux mots, nous dire s'il va assez loin, si la France va devoir rajouter des choses sur ce règlement. Alors, avant même de parler du règlement, quand vous parlez des données, il faut qu'on se redise tout le champ que ça représente. Parce que parfois on peut caricaturer le champ des données d'IA uniquement sur la partie protection. Et RGPD traite majoritairement de la protection. C'est le règlement général pour la protection des données. Et quand on parle de données et d'intelligence artificielle, il y a bien cette protection. Donc c'est un grand chapitre et il faut qu'on le traite. Et il se trouve que sur ce sujet-là, on a plein d'experts. Et il se trouve que sur ce sujet-là, il y a une belle prise de conscience et qu'il y a beaucoup de gens qui s'y consacrent. C'est pour ça que je m'y consacre aussi. J'ai défendu la loi qui visait à adapter le droit français pour accueillir le RGPD. Mais il y a aussi deux autres volets qui sont très importants. Il y a le volet valorisation sur comment on est capable de créer des jeux de données capables d'apporter de la capacité innovée aux intelligences artificielles, soit par l'apprentissage, soit simplement pour les nourrir, qu'elles soient issues du public, qu'elles soient issues du privé pour le public, ou qu'elles soient issues du privé pour le privé. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs non optimaux où, si les acteurs trouvent un moyen de partager des informations ensemble, ils arriveraient à créer une valeur supérieure qui leur permettrait à chacun d'être encore plus fort sur le sujet, et ils vont préférer ne pas partager leurs données et être chacun sous-optimaux dans la façon de faire leur R&D. Et sur ça, il va falloir se poser des questions, et le rapport Villani abordera ces sujets. Et troisième sujet, donc protéger, valoriser, et il y a aussi le sujet de la concurrence. Et sur le sujet de la concurrence, dans la RGPD, il y a un élément qui est la portabilité. Et là, sur la portabilité, c'est une révolution. Je vais vous raconter une anecdote, vous êtes les premiers à qui je vais la raconter. Ce matin, je suis allé chercher deux recommandés. Deux recommandés qui m'arrivaient du Luxembourg. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un CD-ROM. Le CD-ROM, il n'y a plus de batterie dans le mec. Qui parmi vous a un lecteur de CD-ROM? Je veux bien que vous me le prêtiez, moi j'en ai pas. Et donc j'ai reçu CD-ROM. Et en fait ce CD-ROM, je ne me souviens plus pourquoi je l'avais reçu, c'est Amazon qui me l'a envoyé, parce que j'avais fait une demande officielle d'accessibilité à mes données personnelles qui date d'il y a plusieurs mois. Et avec le RGPD, ce sera plus possible d'envoyer ça par recommandé CD-ROM, il faudra les mettre à disposition en format transférable pour le citoyen directement en ligne. Et ce n'est pas uniquement une façon pour moi de protéger mes données personnelles, c'est une façon pour moi de choisir l'entreprise avec qui j'ai envie de travailler. Et ces données, j'achète sur Amazon depuis plus de 12 ans. Il y a 12 ans d'achat de ma vie à l'intérieur, sachant que j'ai acheté beaucoup de choses sur eux. Et bien cette information-là, si j'ai envie de la donner à Fnac Darty, il faut que je puisse la donner à Fnac Darty. Et par contre, j'ai très envie que Fnac Darty soit capable de la valoriser pour qu'il puisse m'offrir une expérience au moins aussi agréable que celle que je n'ai sur Amazon. Ensuite, il y a le sujet, demain l'ARCEP va me remettre un rapport sur les terminaux. Et comment les terminaux créent... L'ARCEP, simplement, peut préciser... C'est le grand régulateur de télécom, qui est une autorité indépendante, qui est chargée de réguler les relations entre les opérateurs de télécom, et qui a voulu, pour la première fois, faire un rapport d'ouverture sur la question des terminaux mobiles, en disant qu'ils ont fait les tuyaux, donc la partie service, et maintenant il fallait s'interroger aussi sur les mobiles, ce qui amène à ouvrir le sujet plus global sur données artificielles, sur concurrence et enfermement, qui est que vous avez aujourd'hui certaines plateformes, certains offreurs de services qui, dans le design même de leur service, vous enferment pour longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un terminal qui opère un certain système d'exploitation et que n'est compatible avec le système d'exploitation qu'un seul magasin d'application, et que pour rentrer dans ce magasin d'application, vous avez une seule entité qui a l'autorisation de refuser ou d'accepter vos applications, et bien vous avez une boîte qui contrôle du début à la fin ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous voulez la quitter, c'est très dur parce que vous avez créé un contexte global avec cette entreprise. Moi, il y a des services aujourd'hui que j'utilise, si je voulais les quitter, ce serait extrêmement dur. Et ben, ce que va permettre le RGPD, notamment sur la portabilité, mais à une condition, c'est que tous les acteurs s'immobilisent. C'est-à-dire qu'il y a bien des acteurs, des startups qui proposent des applis de portabilité de données, que les acteurs concurrents proposent de vous absorber vos données pour en faire quelque chose. Là, je vous donne l'exemple de Quant.
quand il absorbe votre historique Google, il vous le met en local, il ne le remet pas en centrale chez lui, et il vous offre une expérience personnalisée de navigation. Bon, bah ça, c'est un des premiers usages. C'est intéressant. Ça veut dire que vous pouvez vos favoris, vous pouvez vos écritures prédictives basées sur ces éléments-là, et vous vous sentez mieux. Mais vraiment, sur ces données, vous avez vu, j'ai réussi à parler de structure de protection. C'est très important de protéger, mais objectivement, avec RGPD et avec l'expertise historique de la CNIL, on est loin dans le sujet, on va continuer à aller très loin. C'est une condition de la confiance des Français dans l'utilisation, mais une des conditions de la confiance globale, ce sera bien la valorisation et l'augmentation de la confiance. La confiance, elle s'est aussi réduite à cause du risque cyber, le risque de subir des attaques informatiques, comme disaient tous les acteurs, des particuliers, des entreprises, voire même des partis politiques. Le RGPD ramène de la confiance, mais selon vous, le risque il est le plus fort pour les TPE et les PME parce que les plus grandes entreprises ont déjà mis en place des protocoles pour faire face à de telles attaques. Est-ce que vous ne pensez pas que le coût constant pour elles de se conformer au RGPD risque d'être important? Est-ce qu'il y aura des accompagnements? Vous avez parlé, vous, de la mise en place d'un maillage en fait, de TPE spécialisés en cybersécurité qui maillera en fait tout le territoire. Va mettre du temps à se mettre en place alors que le RGPD sera là en avril, il me semble. Ouais, c'était gagné plus de questions. Il y a plusieurs questions dans vos questions. Sur la cybersécurité, on a d'ailleurs remis cette semaine un livre blanc de la cybersécurité et le regard sur la cyberdéfense française avec 3 grands chapitres. Un premier sur l'état de la menace. Si vous êtes curieux de cette cybersécurité, je vous invite à lire. C'est la première fois qu'on rend public une analyse aussi importante et aussi complète et exhaustive de l'état de la menace sur la France, sur l'Europe, et même une analyse assez globale du sujet. Le deuxième élément, c'est l'organisation de la cybersécurité française, et la raison pour laquelle on dit que le risque sur TPE-PME est très important, c'est que sur les autres strates, on n'est plutôt pas trop mauvais. Sur la protection de l'État, avec l'ANSSI, on protège les éléments importants de l'État, les bases de données publiques, les dispositifs publics, on protège bien tous les éléments d'importance vitale, qu'ils soient publics ou privés. Ensuite, tout à l'heure au Sénat, j'ai défendu la finalisation de la loi de transposition de Nice, qui crée un nouveau type d'opérateurs qui reçoivent des obligations majeures de cybersécurité. Ces boîtes-là, elles sont plutôt très grosses et elles vont devoir se protéger de façon très importante parce qu'elles a considéré que s'il leur arrivait quelque chose, le risque qu'elles font courir aux autres est plus important que le simple risque qui les concerne elles. Donc elles ont une obligation de se protéger plus. Mais en dessous, on n'a rien. En dessous, on n'a pas d'obligation. Les seules nouvelles obligations qui naissent, ce sont les obligations de cybersécurité créées par la RGPD. Mais attention, toutes les TPE-PME n'ont pas de données personnelles. Donc elles ne sont pas toutes concernées par la RGPD. Et pourquoi il faudrait que toutes elles se protègent. Alors, la façon d'augmenter ce niveau de sécurité globale sur le territoire, il est réparti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, contrairement aux les organismes d'intérêt vitaux, on n'a pas le chiffre, leur nombre de secrets défense, mais dites-vous qu'il n'est pas très important. On peut piloter le nombre de données qui existent, on peut aller les contrôler régulièrement, on peut aller leur mettre des amendes si jamais ils ne se protègent pas. On peut imposer des protections sur ces entreprises. Avec les OSE et de la directive Nice, on va pouvoir le faire sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d'acteurs, on pourra leur imposer et contrôler. Sur les petites et moyennes et RGPD, on ne pourra pas aller à chaque fois contrôler ce qui est. Donc il faut créer une incitation, il faut créer de la formation, il faut créer une culture de la cybersécurité globale, il faut que les citoyens se protègent mieux, et un citoyen qui se protège mieux sera un salarié qui se protège mieux, sera un dirigeant d'entreprise qui se protège mieux. Et puis, il faut aussi qu'on accompagne le financement. On va annoncer dans quelques mois un plan pour la stratégie de numérisation des TPE-PME, qui va avoir un volet cybersécurité, mais qui passe par la numérisation. Si le sujet des TPE-PME vous intéresse, les chiffres sont terribles. Là aussi, moi, je vais te dire un pourcentage avec beaucoup d'assurance. Non, d'ailleurs, je ne vais pas utiliser le pourcentage, je vais simplement te donner notre rang, c'est plus intéressant. On est 16e au niveau européen sur les différents critères de numérisation des TPE-PME. 16e, c'est pas un niveau pour la France, c'est inacceptable. Ça veut dire qu'on est particulièrement en retard. C'est pas le cas de nos grandes entreprises, c'est pas le cas de l'État qui est particulièrement parmi les meilleurs. Et pourtant, le tissu d'entreprise qui représente 50% des emplois, on est parmi les plus mauvais. Donc, non seulement elles sont peu numérisées, mais quand elles sont numérisées, elles sont peu protégées. Ce qui fait que le prochain WannaCry qui tourne sur elles, qui se diffuse vers elles, pourrait mettre à terre nos entreprises. C'est qu'on reçoit toutes les semaines des histoires qui reviennent jusqu'à nous, qui sont terribles. Une boîte à la
laboratoire d'analyse médicale qui perd 100% de ses données de diagnostic et 100% de ses données clients et qui n'a aucune sauvegarde. Voilà. Voilà, imaginez, son business, c'est de faire des tests et de stocker ces informations. Eh bien, elle n'a plus ces informations. Vous mettez au chômage technique immédiatement 10 personnes, vous mettez à terre tout un business que vous avez construit pendant plusieurs années, vous mettez à terre la confiance qu'ont vos clients vis-à-vis de vous, et ça c'est terrible. Et puis vous avez des boîtes qui ne coûtent pas trop cher, c'est pour ça que c'est important. Quand je disais que je veux qu'on ait absolument un réseau d'entreprises de cybersécurité de petite taille, c'est qu'une petite PME de 20 personnes, elle ne peut pas se payer Orange Cyberdéfense ou Thales. Elle a besoin de trouver près de chez elle une boîte de 5-6 personnes qui fait des prestations à un prix qu'elle peut se payer elle, qui lui font la mise en place d'une surveillance réseau à quelques centaines d'euros, installation d'un antivirus sur tous les postes, une sauvegarde quotidienne. Tout ça, c'est un truc, ça se fait en une semaine, c'est quelques milliers d'euros, et elle peut se payer. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore ce tissu partout sur le territoire. On a des territoires, par exemple la Bretagne, où historiquement, il y a beaucoup de diplômés de sujets de cybersécurité, et donc il y a beaucoup de freelances de cybersécurité qui accompagnent les TPE et PME, donc c'est un territoire qu'il faut bien protéger. Vous en avez d'autres où, même une PME qui voudrait se protéger, c'est difficile pour elle de trouver quelqu'un pour la protéger. Donc RGPD, par touches successives, va permettre d'élever globalement le niveau de sécurité de en leur demandant de protéger leur base. En fait, on proposerait, on les invitera à protéger plus globalement leur système informatique. Au-delà de la protection, il y a aussi le cadre éthique à fixer. On sait que les algorithmes d'apprentissage automatisé, le machine learning, peuvent subir des biais inhérents aux données sur lesquelles ils apprennent. Le choix du jeu de données d'entraînement, il est donc fondamental, et un algorithme de machine learning un algorithme qui aurait pour but de sélectionner des gens pour un emploi pourrait les discriminer sur la base du sexe ou de leur origine parce que les humains l'ont fait avant lui et que c'était le jeu de données sur lequel il a appris. Comment on pourrait faciliter l'accès à des jeux de données plus neutres? Est-ce que l'État a un rôle à jouer en ce sens? Alors oui, et c'est dans ma typologie que je vous ai posée tout à l'heure, c'est la deuxième sur la valorisation. Il y a des jeux de données que le public génère, qu'il pourrait faire générer, qu'il pourrait générer plus, qui pourraient être mis à la disposition du privé ou du public pour éduquer les IA sur ces sujets. On a des jeux de données du privé qui aujourd'hui ne sont pas sur le marché parce que, un, on les oblige pas à le faire, et deux, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'en faire partie, qui pourtant permettraient de débiaiser de nombreux jeux. Et puis, on a un sujet sur la capacité à contrôler les externalités d'un algorithme qui aurait été entraîné de façon biaisée. Ça là-dessus, c'était aussi des initiatives qu'on a lancées en même temps que France IA. C'est Axel Lemaire qui avait saisi l'INRIA d'une mission qui s'appelle Transalgo. Et l'objet de Transalgo, c'est plusieurs projets de recherche qui permettaient de créer des algorithmes qui, par l'extérieur, sont capables de surveiller, de contrôler, pas de contrôler, de surveiller et d'interpréter les comportements d'algorithmes intelligents et autrement évolutifs en essayant en rétro-ingénierer quels ont été, de quelle manière ils commencent à se comporter différemment et à mesurer les écarts au fur et à mesure. Bon, c'est de la recherche très complexe, mais qui va nous permettre aussi, avec les organismes, avec les algorithmes non coopératifs, c'est-à-dire ceux qui ont essayé de ne pas ouvrir leur code, de ne pas répondre aux obligations sur les critères utilisés ou sur les jeux qui auraient servi, de pouvoir quand même avoir une capacité à analyser les conséquences et les modes de comportement de ces algorithmes. Un des grands enjeux là-dessus, ça va être la maîtrise. C'est-à-dire que, aujourd'hui, pour lutter contre la discrimination, on regarde le chiffre, on regarde dans une boîte, si on regarde l'égalité de salaire femmes-hommes, on fait du testing et on le fait de façon humaine. Bon, une des seules façons de continuer à mesurer l'impact de ces algorithmes automatiques, ce sera aussi le testing, passer à une nouvelle échelle et regarder si, à la fin, la façon dont ils se comportent, c'est compatible avec les objectifs qu'on a voulu pour notre société. Remarche. Ok, nickel. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, enfin vous avez dit que la France était un des meilleurs pays au niveau de l'État, au niveau de la protection de la cybersécurité. Pourtant, il y a eu pas mal de... Est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'État est protégé quand on voit les problèmes qu'il y a eu pendant les campagnes présidentielles en termes de fake news et d'attaques contre les partis particuliers? Est-ce que vous pourriez aussi nous en dire un peu plus sur cette loi anti-fake news qui suscite beaucoup de fantasmes aujourd'hui et dont on peine un peu à maîtriser les contours et à comprendre la faisabilité d'arrêter la diffusion de fake news? Parce qu'il y a aussi l'effet d'annonce et on est dans l'instantané en fait.
Dans votre question, ce qui est intéressant, et tout à l'heure je vous renvoyais au livre blanc qu'on a publié cette semaine et à la stratégie de cyberdéfense de la France, dans l'état de la menace, ce qu'on décrit comme étant une menace nouvelle, c'est celle de la manipulation de l'opinion, qui est une menace nouvelle, qui a été accélérée par l'utilisation massive des réseaux sociaux par une grande partie de la population et par la prise de conscience par certains ennemis qui peuvent être des organisations, des sous-organisations, des coopérations entre des pays, des groupes idéologiques, des groupuscules actifs, des mercenaires, et vous pouvez ajouter, soustraire la liste que je viens de vous donner pour dessiner un peu sur la carte du monde ceux qui représentent un danger pour les démocraties. Eh bien, quand je vous disais tout à l'heure qu'on était bien protégés, vous avez raison, on est plutôt bien protégés sur les risques connus, qui étaient plutôt ceux de la pénétration des systèmes, ceux de l'intrusion dans les dispositifs, sur la prise de contrôle à distance d'équipements majeurs. Mais sur le sujet de la manipulation de l'opinion, non, on n'est pas encore complètement structuré. Nos démocraties ne sont pas encore totalement et suffisamment structurées pour y répondre. Dans la loi fake news, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qu'il faut retenir, c'est la collaboration des plateformes. Les plateformes, elles ont un rôle très particulier. Elles ont accès à des informations auxquelles n'ont pas accès celui qui assure la sécurité de tous, qui est l'État, et elles voient des choses que nous ne pouvons pas voir. Et donc, ce que va annoncer la ministre de la Culture à l'intérieur du dispositif, qu'elle a déjà annoncé, et qui pour moi, l'élément le plus important, et le seul sur lequel je souhaite revenir, c'est une obligation de transparence de la part des plateformes sur des comportements qu'elles pourraient détecter, notamment d'achat massif de mots-clés, d'achat massif de sponsorisation de certains contenus qui viendraient de pays étrangers. Et là, les plateformes auraient l'obligation de dire: nous avons détecté l'investissement de près de 25 millions d'euros pour la mise en avant de contenus de ce type, et il se trouve que tous les comptes qui font ça sont originaires de Belgique. Et donc que la Belgique essaie de manipuler l'élection française. Et bien ça, on a besoin qu'ils viennent nous dire et qu'on puisse en tirer les conséquences derrière. Cette information-là, cette information à la transparence, elle sera très importante. Dans la loi de programmation militaire, il y a un chapitre sur les opérateurs télécoms. La nouvelle obligation qu'on va demander aux opérateurs de télécom, c'est sans regarder le contenu des données échangées, sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur des données échangées par des personnes qui sont connectées à travers leurs équipements, mais en regardant les métaflux, en regardant les grands flux, de détecter les anomalies qui pourraient être les prémices d'une attaque, ou qui pourraient être un proxy vers une action potentiellement dangereuse. Parce que quand on a un opérateur, qu'on a des tuyaux, on a des statistiques tous les jours sur d'où viennent les connexions, etc. Si on voit que massivement, il y a des millions de paquets qui arrivent tous d'objets infectés de Belgique vers la France, et bien ça doit faire sonner l'alerte, parce que le flux Belgique-France, il est assez stable dans l'année, assez stable dans le mois, assez stable dans la soirée. Si d'un coup il est massif, l'opérateur il va le voir avant que les victimes et les cibles ne perçoivent les conséquences des attaques. Ce qu'on va demander à ces opérateurs à partir de maintenant, c'est de dire, quand vous détectez des grandes anomalies de réseau qui peuvent être des signatures de tentatives d'attaque, il faudra Merci beaucoup pour cet élargissement. On va passer au... On peut déjà vous applaudir pour nous. Pas mal de temps, donc on pourra prendre pas mal de questions. Allez-y sur l'intelligence artificielle, le numérique, ce que vous voulez. On a 10 minutes. Essayez de faire des questions assez courtes si possible. Bonsoir, merci pour votre discours et vos propos. Je m'appelle Margot, je suis en data à l'IX à côté. Je suis particulièrement intéressée par les thèmes d'écologie et je me demandais quel était le focus en ce moment au gouvernement en termes d'écologie. Vous parlez de transport avant et de smart city, en termes d'investissement de l'État dans ce sujet et aussi au niveau budget, quelle est la priorité? Un des grands projets qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est la grande loi mobilité. C'est là où on va faire des grandes annonces sur les grandes infrastructures. Il y a un rapport qui a été rendu sur les infrastructures de transport prioritaires. Cette loi mobilité, elle doit à la fois adresser le sujet des grandes infrastructures de transport, mais elle doit aussi poser la question des nouvelles mobilités et du numérique dans les nouvelles mobilités et de
l'accessibilité de ces nouvelles mobilités numériques. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention avec les nouvelles mobilités intelligentes, les nouvelles mobilités, mobility as a service, etc. Il ne faut pas que ce soit le monopole de ceux qui savent déjà tout utiliser. Le jour où mobility as a service est une révolution, le jour où la mobilité numérique à la demande est une révolution, c'est le jour où une personne âgée en milieu rural pourra elle aussi bénéficier de toute cette révolution. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, une des priorités sur l'environnement, ça va être le transport, et c'est une des urgences, et avec des annonces sur les investissements, qui sont très importants. Vous avez entendu qu'un rapport va être rendu demain sur la SNCF. On ne peut pas penser environnement, mobilité sans penser rail, donc ça va être aussi quelque chose de très important. Et puis plus globalement, je vais pas vous faire tout le programme environnemental qui est porté dans ce gouvernement par 3 ministres, pour vous montrer 4 ministres, pour vous montrer l'importance. Nicolas Hulot, qui est ministre d'État qui s'occupe de chapeaute tout le sujet, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui travaille auprès de Nicolas Hulot, et puis 2 secrétaires d'État qui portent ces sujets. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on a 4 membres du gouvernement en charge des sujets environnementaux, et c'est montrer l'engagement qu'on a sur ce sujet. Sur les autres sujets de convergence entre environnement et numérique, il y a tout le sujet de la dette écologique et de la dette environnementale du numérique. Vous avez compris, à chaque fois, j'aime bien ne pas l'aborder en premier, parce qu'on peut souvent, nous, quand je dis nous, je vous mets tous dans la bande, caricaturer comme étant ceux qui ont plus de dette écologique que de solutions qu'on apporte. Donc, je veux d'abord souligner les solutions qu'on apporte notamment dans le transport, et puis après, rappeler les chiffres terrifiants sur la dette écologique que représentent tous les équipements hardware qu'on utilise au quotidien, que le changement d'un smartphone tous les ans crée une dette insoutenable si tous les citoyens le faisaient, et pourtant c'est une pratique qui est devenue quasi habituelle par certains hyperconsommateurs. Bon, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui sur lesquels il va falloir, sur le numérique et l'environnement, qu'on soit capable de s'engager beaucoup plus. Je pourrais vous en parler des heures. Bonjour. Pour continuer sur l'environnement, je voulais savoir quelle était votre position sur l'obsolescence programmée, à savoir que si on parle environnement, on parle forcément d'obsolescence, et inversement, puisque je trouve que c'est assez paradoxal d'évoquer l'environnement si dans nos téléphones on met des puces qui les programment pour les tuer au bout de 3 ans. Alors, Brune Poisson, qui est la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, a fait plusieurs annonces cette semaine, avec rappelé que c'était un sujet sur lequel il fallait qu'on soit capable d'avoir un regard. Aujourd'hui, vous avez vu que ce qui a le plus manqué sur l'obsolescence programmée, c'est la simple capacité à analyser cette obsolescence programmée. Là, il y a un procès qui a été lancé par une association contre Apple. Aujourd'hui, si on se dit les choses, on n'a pas mis en place le dispositif au sein, par exemple, de la DGCCRF, la direction qui contrôle la concurrence de la consommation et des fraudes. On n'a pas mis en place un dispositif capable de la mesurer, de l'analyser et de donner des chiffres clairs derrière. Beaucoup des constructeurs refusent même l'idée, refusent de reconnaître l'obsolescence programmée de leur dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que une des façons de le résoudre, ça va potentiellement être la concurrence. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que certaines marques sont en train de se positionner sur l'anti-obsolescence, en expliquant que toutes leurs pièces sont documentées, qu'elles sont remplaçables, que leur durabilité a été évaluée, que peu de compromis ont été faits sur la qualité des composants pour s'assurer que l'extinction de vie d'un des composants ne mette pas à plat l'intégralité du dispositif. Ce qui est souvent l'arbitrage qui est fait par certains constructeurs, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent qu'ils n'ont pas voulu une obsolescence programmée, mais que sur tel ou tel équipement blanc ou brun, eh bien, ça se joue à 5 € près, et 5 € près, eh bien, on prend des condensateurs pas chers, et quand il y en a un qui crève, eh bien, face à la réparation, beaucoup des consommateurs vont décider le remplacement. Ça aussi, c'est une pratique qu'il faut qu'on développe, qui est celle de la réparation plutôt que le remplacement, mais ça, c'est faire porter la responsabilité sur le consommateur. Donc il faut le faire, mais avant ça, il faut aussi qu'il y ait un engagement des industriels et qu'on ait des capacités de mesurer les engagements de ces industriels. Et donc ça va passer par plusieurs éléments. Prise de conscience des consommateurs sur l'achat responsable. Si on se dit une chose, c'est qu'un équipement durable, ça coûte plus cher. Là, il y a 2 startups françaises, une qui fait un lave-linge, une qui fait un lave-vaisselle. Même en optimisant globalement leurs coûts, même en faisant des projections de coûts industriels quand ils seront à plusieurs dizaines, centaines de milliers, ils n'arrivent pas à descendre en dessous des prix des machines à laver ou des lave-vaisselle grand public. Donc il y a un sujet de prise de conscience là-dessus. Vous avez
une prise de conscience chez une minorité de personnes plutôt surdiplômées, suréduquées, avec des hauts salaires, qui habitent plutôt en milieu urbain centraux, qui commencent à, et c'est souvent par eux qu'il arrive l'innovation, donc c'est intéressant, hein, qui commencent à exiger des produits qu'ils achètent qu'ils soient durables. Et donc ça crée un effet de marché. Donc à un moment, quand les gens se disent j'achète quelque chose pour 10 ans, et ben il y a des gens qui vont leur offrir ces produits qui peuvent tenir 10 ans, mais si on ne le demande pas, on ne les a pas. Donc on va avoir un grand sujet dessus. Et puis, il y aura l'obligation, à un moment, ça va naître, on l'a fait sur l'énergie, la consommation d'énergie. Beaucoup d'industriels s'y étaient opposés, le classement ABCD en termes de consommation. On l'a fait. Et ben peut-être qu'un jour, et c'est une discussion qu'on a déjà avec plusieurs États européens, il y aura un sujet sur l'obsolescence programmée ou non programmée, ou l'obsolescence testée des différents dispositifs quand on les achète et qu'on dit, bon ben voilà, j'achète un truc qui quand il est mis en test extrême, il ne tient pas plus qu'un niveau A. On va prendre une dernière question assez rapide pour qu'ensuite le ministre puisse aller quand même un moment au buffet avant de partir avant 15. C'est qui le seul? Non mais on va y aller tous ensemble, il y a un gros buffet, je crois que l'école a été Yes. Moi je veux bien votre avis rapidement sur l'open source dans le numérique, notamment du fait que encore une grosse partie des institutions publiques sont sur des outils propriétaires. Et alors qu'il y a des solutions qui sont gratuites et à peu près aussi efficaces si ce n'est plus sécurisé sur des questions et qui seraient du coup aussi sans les problématiques de laisser une partie de la donnée à des entreprises étrangères. Est-ce que vous avez vu que mon administration a publié hier, je sens que vous me tendez des perches, c'est fort plastique, le guide de l'utilisation du logiciel libre en administration, qui rappelle et qui conseille, je dirige plusieurs administrations, dont une qui s'appelle la DINSIC, et la DINSIC, son rôle, c'est la transformation numérique de l'État, c'est le DSI et le DSI. Et donc c'est lui qui met en place les normes, les recommandations, l'animation, la validation, l'audit et le contrôle de tous les dispositifs SI de l'État. Et donc on a envoyé hier à toutes les administrations, à tous les chefs de secteur, à tous les directeurs, des kits de recommandations qui, pour tous les usages, identifient des applications et des logiciels libres qui sont déjà utilisés par certaines administrations, sur lesquels on a un retour d'expérience, sur lesquels on a des utilisateurs normaux qui les utilisent, parce que souvent un reproche qui est fait au logiciel libre, c'est qu'il serait moins facile d'utilisation, qu'il nécessiterait une plus grande formation des salariés et des agents. Et là, on a fait la démonstration que sur ces logiciels intégrables de l'utiliser. Après, il n'y a pas que dans les logiciels clients et dans les logiciels agents qu'on peut faire du logiciel libre, il y a aussi dans l'architecture du SI de l'État. On a annoncé la semaine dernière avec le Premier ministre, et peut-être que vous ne l'avez pas entendu parce que c'était au même moment où on annonçait le plan de départ volontaire pour l'administration, ce qui fait que personne n'a entendu qu'on lançait France Connect, qui est toute l'initiative numérique de transformation de l'État avec France Connect Plateforme, France Connect Identité, qui seront les grandes briques d'API et d'échange et de protection des données au sein de l'État, et qui sont toutes aujourd'hui développées dans des langages open source, dont une grande partie du code est sur GitHub. Personne ne l'utilise, hein, mais au moins si quelqu'un a envie de regarder, regardez-le. Les seules parties qui ne sont pas mises en ligne, c'est celles où on ne se sent pas encore complètement à l'aise en termes de sécurité, de se dire que si ces éléments étaient mis en ligne, ils mettaient en danger ou pas le reste du outil, mais l'intégralité de l'architecture est en ligne. Donc c'est vraiment un sujet important, et je l'ai expliqué quand on est arrivé, la vision que j'ai du logiciel libre dans l'administration, c'est de dire que le logiciel libre est bien puissant pour l'administration et pour l'État si on le maîtrise et si on le comprend vraiment. Et pour ça, il faut qu'on soit contributeur. Et donc, on a de nombreux projets où on fait tout pour qu'il y ait des vrais salariés de l'État, des vrais agents de l'État qui soient rémunérés, payés pour être des acteurs contributeurs de communautés de développement. Par exemple, demain matin, je serai dans le 18e arrondissement chez Vitam. Vitam, c'est un logiciel open source qui permet l'archivage numérique. Il faut que vous vous rendiez compte que l'archivage, c'est une des fonctions d'État, depuis la création de l'État, et qui est d'être capable de faire l'histoire, de faire archive de tous les échanges et de tous les éléments. Physiquement, on le fait avec les archives nationales, on stocke quand même déjà près de 400 et même années d'archives administratives, et il fallait qu'on le fasse avec le numérique. Sauf que l'archive numérique, c'est pas juste mettre sur des disques et patienter, c'est être capable d'horodater, de stabiliser, d'avoir des éléments de renouvellement et de sécurisation et de protection. Et ben, on est le premier contributeur mondial à ce logiciel libre qui existait au préalable, mais grâce à l'investissement qu'on a fait, on l'a amené à un niveau qui va permettre à d'autres États de l'utiliser. Dernier exemple, sur l'open government, on a mis en place, on a développé pendant 3 ans, un dispositif qui s'appelle marché public simplifié. Marché public simplifié, ça permet de faire des appels d'offres en tant qu'administration et d'avoir des entreprises qui y répondent, mais qui y répondent en mettant juste leur numéro de SIRET et pour que ce soit extrêmement simple.
Pour beaucoup de pays qui sont partenaires de l'OpenGov, de l'Alliance pour un gouvernement ouvert, le partenariat pour un gouvernement ouvert, on a mis à disposition ce code, commenté en anglais pour qu'il soit utilisé par les autres. Et il y a déjà 4 pays qui sont en train de mettre en place un dispositif de marché public basé sur ce logiciel qu'on a intégralement développé et qui va être utilisé chez eux. Alors ma réponse c'est oui. Ma réponse c'est est-ce qu'il y a du Microsoft? Oui, il y en a beaucoup et partout. Mais est-ce qu'il y en a de moins en moins? Oui, plutôt. Est-ce que parfois c'est mieux? La réponse c'est oui aussi. Et parfois c'est mieux de prendre une solution Microsoft sur certains usages en fonction des différents contextes. Est-ce que l'open source c'est par contre un véritable horizon? Ma réponse elle est catégorique, c'est un grand oui et c'est vers ça qu'on s'y dirige. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes vos questions. Pour la Saint-Valentin ou pour le foot, mais avant ce club cornélien, on va tous se mettre d'accord autour du buffet. Bonne soirée.